Salut tout le monde, je suis Geoffrey et je vais presque parler de mon obsession pour Tomb Raider puisqu'on va parler d'Uncharted, ce qui est presque pareil. Honor among thieves. They get us all killed. Sure hope you know what you're doing. I don't have the faintest idea. You got your pride all tangled up in this thing. I need your help. And if you want the tusk, you need mine. Quand on pense Uncharted, on pense à quoi? On pense évidemment à Nathan Drake, le descendant d'Indiana Jones. On pense aussi aux scènes d'action dantesques où tous les décors tombent en morceaux avec des courses-poursuites et des fusillades folles, comme dans un blockbuster. On pense à des voyages, des cités perdues, des jungles dangereuses, des trésors oubliés, comme dans tous les bons récits d'aventure. Et aussi à des seconds rôles marquants derrière Nathan Drake, Elena, Sam, Chloé et bien sûr Sully. On a l'impression que je suis en train de parler d'un film et c'est normal. Pas parce qu'un film Uncharted arrive et qu'il fait peur à tout le monde sauf peut-être aux fans de Spider-Man, mais parce que les jeux Uncharted du studio Naughty Dog sont vraiment conçus comme des films. Dans leur écriture, leur mise en scène, leur gameplay, leurs ambitions, tout a été pensé par rapport au cinéma, probablement plus que dans tous les autres jeux vidéo du genre. Uncharted se pose ainsi comme un parfait équilibre entre un jeu AAA et un film d'action hollywoodien, à tel point que j'ai envie de dire, Uncharted, c'est mieux que les 3/4 des blockbusters qu'on voit au cinéma, et d'ailleurs je vais pas juste le dire, je vais essayer de le prouver. Alors pourquoi parler de cinéma pour Uncharted plus que pour des jeux comme God of War, Dead Space, Alan Wake ou Splinter Cell? Parce que justement Nathan Drake est né avec cet état d'esprit assumé et revendiqué par l'équipe de Naughty Dog. Ce qui est pas très étonnant au fond, c'est le célèbre studio derrière The Last of Us, un autre parfait exemple de jeu vidéo conçu comme un film, sauf que le deuxième The Last of Us ira encore plus loin que ça, mais bon, c'est encore un autre sujet. Dès le départ, les films ont été une grande source d'inspiration pour Uncharted, voire la première source d'inspiration. Et dans quasi toutes les interviews, l'équipe parle de cinéma, comme si c'était impossible d'aborder Uncharted sans penser au film. Mais revenons au tout début de cette aventure. Derrière Uncharted, il y a notamment une femme qui s'appelle Amy Hennig. Arrivée chez Naughty Dog en 2004, directrice créative du studio de 2009 à 2014, elle a écrit ou coécrit les 3 premiers jeux vidéo, a réalisé le premier en solo, puis a co-réalisé les 2 suivants. Et même si elle a quitté le studio pendant le développement du 4e, son empreinte reste bien là. Uncharted 4 a pas mal changé après son départ, avec par exemple l'ajout des flashbacks, du personnage de Nadine, ou une réécriture du personnage de Sam qui devait être plus un antagoniste dans sa version à elle, mais au fond, toute la saga Uncharted reste largement le bébé de Amy Hennig. C'est elle qui dirigeait toute l'équipe, qui supervisait l'écriture, que ce soit pour l'intrigue ou les dialogues, et elle a toujours cité des films comme inspiration pour cet univers et le personnage de Nathan Drake. Et tout ça c'est normal, Amy Hennig a fait une école de cinéma et se destinait à une carrière dans cette industrie. Elle rêvait de réaliser un gros film d'action. Le hasard a mis le jeu vidéo sur sa route et elle y a vu l'opportunité d'explorer un univers qui était plus jeune que le 7e art et qui offrait ainsi plus de possibilités et de liberté. Elle explique elle-même qu'elle étudiait Méliès, Eisenstein et les frères Lumière lorsqu'elle a mis pour la première fois les pieds dans le monde du jeu vidéo, et elle s'est dit qu'il y avait beaucoup de frontières à explorer dans cet art, ce qui est littéralement le cas puisque Uncharted signifie inexploré. Uncharted est ainsi né d'une cinéphilie certaine. Il y a évidemment Indiana Jones incontournable, et donc par la force des choses, Alan Quatermain et Benjamin Gates. Mais il y avait aussi Les Voyages de Sullivan, un film d'aventure des années 40, sur un réalisateur hollywoodien qui décide de se faire passer pour un homme sans le sou afin de vivre la vraie vie, comme les gens normaux, et qui s'embarque ainsi dans une suite de mésaventures. C'est là que Amy Hennig et son équipe ont notamment puisé ce goût pour l'aventure comme fuite, et bien sûr c'est de là que vient le nom du fidèle Sully, l'acolyte de Nathan. Autre inspiration évidente, Doc Savage Arrive, un film d'aventure des années 70, où le docteur Clark Savage cherche une mine d'or en Amérique centrale. Savage, c'est un scientifique, un aventurier capable d'à peu près tout et épaulé par son équipe. Le film est bien connu des amateurs de nanar, que ce soit pour son incroyable doublage en VF, ses effets cheap, ou ses scènes d'action complètement décalées, et tout ça c'était volontaire évidemment. Vous nous avez amenés jusqu'ici, Mona, et je vous en remercie, mais je ne me sens pas le droit de vous faire courir un danger quelconque. Mais je veux aller avec vous. Je n'ai pas peur à vos côtés. Oui, je sais, c'est normal. Amy Hennig citait aussi le célèbre Tintin et Buck Rogers, également venu des récits pulp. C'est un ancien pilote de l'armée américaine qui tombe dans un coma, se réveille au 25e siècle et vit d'incroyables aventures. Au fond, Hennig raconte qu'elle a eu l'impression d'abord d'avoir mis le nez dans tout ce qui avait inspiré Spielberg et George Lucas pour créer Indiana Jones. Donc en réalité, la véritable ressemblance avec Indiana Jones vient de là, ses inspirations communes. Le plus drôle, c'est que les clins d'œil entre Uncharted et le cinéma ont continué en direct au fil des épisodes de la saga. Amy Hennig explique que l'intro d'Uncharted 2 était inspirée par Mission Impossible 3. C'est l'idée toute simple d'ouvrir un récit avec un flash forward, une ficelle que J.J. Abrams a largement utilisée dans sa super série Alias. Et ensuite, c'est les films Mission Impossible qui se sont ouvertement inspirés d'Uncharted. Le réalisateur de Rogue Nation a dit que la scène où Tom Cruise s'accroche à un avion qui décolle était inspirée par la fameuse séquence dans les airs d'Uncharted 3 où le héros décolle avec l'appareil. Et on pourrait même se dire que Tom Cruise lui-même doit adorer Uncharted, vu comme le crash d'avion dans le film La Momie
rappelle un mix entre celui d'Uncharted 1 et Uncharted 3 et qu'il est même habillé comme Nathan Drake. Alors bien sûr, Uncharted reste un jeu vidéo qui a été conçu dans le monde du jeu vidéo. Donc au-delà des inspirations cinématographiques, il a pioché des éléments de gameplay à droite à gauche. Quand Amy Hennig est arrivée, Naughty Dog cherchait à créer un jeu de shoot à la troisième personne et une nouvelle franchise, spécialement pour la PlayStation 3, avec le désir très clair de se démarquer de la concurrence qui allait dans les jeux dark et sérieux. Petit à petit, l'idée d'un jeu d'aventure est née dans la tradition du pulp. Alors qu'est-ce que c'est que le pulp? Ça renvoie à des magazines où on pouvait lire plein de petits récits d'aventure, d'horreur et de science-fiction, et qui étaient tous très populaires car pas chers du tout au début du XXe siècle, et d'ailleurs c'est justement là que le Doc Savage est né. Mais Uncharted a aussi, voire surtout, été conçu en opposition à Tomb Raider, bien évidemment. L'équipe avait conscience de la comparaison évidente avec Lara Croft, ce qui est ironique puisque Amy Hennig a quitté le studio Crystal Dynamics, où elle avait notamment brillé sur plusieurs jeux de la série Legacy of Kain, pour rejoindre Naughty Dog. Crystal Dynamics, c'est le studio qui venait de récupérer la saga Tomb Raider et qui allait la relancer avec brio avec Tomb Raider Legend. Dans une autre dimension, Amy Hennig aura donc bossé sur le reboot de Lara Croft au lieu de participer à la création de Nathan Drake. Amy Hennig détestait la comparaison avec Tomb Raider qui revenait sans cesse sur la table, à tel point que Uncharted a d'abord été renommé Dude Raider par les gens. Mais c'était impossible d'y échapper et ils le savaient dès le départ. C'est notamment pour ça qu'ils ont choisi un héros et pas une héroïne, et que Nathan Drake a quasiment été pensé en contre-pied de Lara Croft. Amy Hennig voyait l'aventurière comme une sorte de James Bond acrobate ambitieuse, vraiment une super héroïne, et Nathan Drake a été imaginé comme un Indiana Jones maladroit, malchanceux, qui enchaîne les catastrophes, frôle continuellement la mort, jamais sans oublier d'en rire. Plus encore qu'Indiana Jones, c'est d'ailleurs Harrison Ford qui était la vraie source d'inspiration pour eux. Hennig avait une idée claire en tête, un héros qui ressemble à un homme ordinaire, qui porte un jean, qui tombe par terre, qui rate des marches, bref, une sorte de héros normal. Alors bien sûr, Nathan Drake n'a rien d'un mec normal, mais l'équipe voulait éviter un aspect cartoon trop exagéré de prime abord. Un peu comme un typique héros hollywoodien, on y revient toujours. Même quand on caste Tom Cruise, Will Smith ou Chris Pratt, on essaie de nous faire croire que c'est un mec comme un autre, pour créer un sentiment de proximité et d'empathie facile. Ça, c'était la grande note d'intention du personnage, et ça a donné à Nathan Drake un énorme capital sympathie. Autre différence, Lara Croft était un loup solitaire, donc Nathan Drake devait être entouré d'une petite équipe avec notamment Sully. Et c'est là l'autre point majeur d'Uncharted, l'importance accordée au personnage et au scénario. Alors oui, ça semble être un lieu commun, comme dans tous les jeux vidéo, il y a une histoire, mais sur Uncharted, c'est un peu plus que ça. Amy Hennig l'a expliqué de manière très claire. Quand elle a dirigé Uncharted et ses suites, elle était surprise de voir que tous les jeux vidéo, selon elle, ignoraient les règles les plus élémentaires de l'écriture de scénario. C'est un sujet dont elle parle passionnément. Pour elle, c'est complètement absurde de penser le jeu vidéo sans le rattacher à la littérature ou au cinéma. Tout ça reste avant tout un art de la narration. Le jeu vidéo est bien évidemment différent, c'est un art à part entière, mais elle a constamment ramené Uncharted vers les ficelles du cinéma, ce qui est devenu une marque de fabrique de Naughty Dog bien au-delà d'elle et d'Uncharted. C'est pour cette raison que la saga a autant exploité des personnages satellites autour de Nathan Drake. C'est comme ça qu'on écrit un conflit en mettant un héros face à d'autres personnes pour qu'ils parlent, s'opposent, s'aiment, se trahissent. Finalement, Uncharted, c'est la saga de Nathan Drake, mais aussi celle de Sully, Elena, Chloé et Sam, qui se sont tous passés le relais pour faire exister le héros au fil des épisodes. Héros qui n'a d'ailleurs jamais été entièrement seul. De sa toute première apparition à ses adieux dans l'épisode 4, il était accompagné. Et au fil des épisodes, les histoires ont chaque fois créé de nouveaux personnages surgis du passé de Nathan. Marlo, Flynn, Rafe, Nadine ont tous un lien avec le passé de Nathan ou de sa bande pour constamment élargir l'univers et entretenir l'illusion d'une grande histoire au-delà de l'histoire des jeux. Cette illusion est aussi entretenue par les échanges entre Nathan et ses acolytes pendant les phases de gameplay. Après les cinématiques, les dialogues continuent, les personnages finissent leur conversation, ils partagent leurs sentiments, ils se lancent des blagues, des pics, des punchlines, toujours avec des ratés, des moqueries, comme dans une comédie, comme dans un film hollywoodien. C'est ça qui crée un vrai sentiment de spontanéité, une illusion de naturel, comme si les personnages continuaient à être des personnages en dehors des scènes classiques de parlotte. La frontière entre cinématique et gameplay s'efface, et même si cette idée elle est clairement pas propre à Uncharted, elle est très travaillée dans ces jeux. Il y a aussi parfois l'option de créer un échange supplémentaire avec la touche triangle si on veut creuser la relation avec l'autre, comme Joel et Ellie dans The Last of Us. Là encore, ça ajoute une dimension intime. Si on n'est pas attentif, on passe à côté et c'est vraiment pas grave pour l'histoire, mais sinon, on a droit à ces moments volés, ces bonus qui donnent plus de chair et de vie au personnage. L'équipe savait très bien que des personnes jouaient à Uncharted à côté d'un ou une amie qui ne tenait pas la manette mais regardait tout ça comme un film. Et c'était totalement intégré dans leur conception du jeu. En tenant la manette, on pilote les acteurs et on fait la mise en scène. C'est là que j'ai envie de saluer le doublage en version originale, excellent, notamment avec Nolan North en Nathan Drake et Richard McGonagall qui joue Sully. We're going by foot from here. What? Leave it to you to find a friggin' jungle in the middle of France.
Il y a un vrai travail de doublage pour créer ces personnages, leur joute verbale, leur complicité, et d'ailleurs c'est en partie parce que les deux acteurs improvisaient et s'étaient ensuite intégrés dans le scénario. Et oui, je sais, je devrais aussi citer la voix française de Nathan Drake, Bruno Schoel, mais comme j'ai fait les jeux en anglais, bah voilà, désolé Bruno, je parle des acteurs VO. Putain, ça rime. Très bien, très bien. Elle est excellente celle-là. Maintenant, on arrive à ce qui fait l'essence d'Uncharted bien sûr, c'est l'action. Et c'est aussi ça qui montre que l'équipe a vraiment conçu ces jeux comme des films, avec un sens du spectacle assez incroyable. Amy Hennig voulait dès le départ faire comme dans un film, mais en laissant le contrôle aux joueurs, donc pas question de transformer en cutscene les scènes d'action épiques. Ça peut sembler très banal aujourd'hui, mais à l'époque du premier, en 2007, c'était assez inédit. C'était un pari technique énorme et une idée de génie. On peut revenir au tout début du premier jeu pour voir que c'était une intention claire de s'inscrire dans ce monde du cinéma. Tout commence avec l'idée d'une mise en scène. C'est Elena qui filme, raconte l'histoire en voix off, tandis qu'on peut même admirer à l'écran qu'il reste 96 minutes de batterie. Nathan Drake apparaît alors pour la première fois, vu à travers une caméra, assumé comme tel. On voit déjà le rapport à l'image, à la mise en scène, avec une mise en abîme toute simple mais pas anodine. Uncharted est immédiatement posé comme l'équivalent d'un film, qui croit tellement en son univers qu'il se filme lui-même pour créer du vrai, la série documentaire d'Elena, à l'intérieur du faux absolu, le jeu vidéo. 5 minutes et une vingtaine de morts après, le bateau est en feu, explose, Sully vient nous sauver en hydravion, exactement comme dans le premier Indiana Jones, oui. Et en quelques minutes, on a tous les codes du blockbuster. Le héros beau gosse, son acolyte vieux beau, cheveux gris, amoureux des cigares, la journaliste ambitieuse, les blagues et sous-entendus sexuels, et bien sûr un gros morceau de mythologie d'aventure avec l'Eldorado comme objectif. On sent un vrai amour, régressif mais généreux pour tout ça, pour faire comme une série B d'aventure old school. Mais tout ça est devenu encore plus fabuleux dans la suite Uncharted 2, le meilleur jeu de la saga, et oui j'assume totalement, c'est le meilleur. D'ailleurs vous serez sûrement heureux d'apprendre que J.J. Abrams considère que cette intro est la meilleure intro de tous les temps, tout médium confondu, cinéma, série, jeux vidéo. C'est Nolan North, donc le doubleur de Drake, qui dit que J.J. Abrams lui a raconté ça quand il l'a dirigé dans Star Trek Into Darkness, où il l'avait casté dans un tout petit rôle tellement il adore Uncharted. Bref, pourquoi ce début d'Uncharted 2 est grandiose et que c'est la vérité même si vous détestez J.J. Abrams? Déjà parce que c'est ultra efficace en termes d'écriture. On commence sans savoir où on est. On découvre que Nathan est gravement blessé et il est tellement mal en point qu'il reprend peu à peu ses esprits pour comprendre la situation. C'est un démarrage du tonnerre qui soulève plein de questions. En quelques secondes, on est happé, surtout quand on découvre réellement ce qui se passe. Drake est dans un train qui a déraillé et qui pend au bord d'une falaise de l'Himalaya. Le wagon va pas tenir longtemps, donc il doit vite s'en sortir. L'idée est effroyablement spectaculaire et effrayante, mais comment la raconter dans un jeu vidéo? Tout simplement en nous laissant découvrir tout ça, en nous montrant au lieu de nous le dire. En gros, la caméra nous ment. Quand ça commence, elle nous donne un sentiment d'horizontalité normale, malicieusement parce que le décor semble à l'endroit. Quand Drake regarde par la fenêtre, on nous laisse croire que cet arbre, c'est un arbre normal. Quand une trousse médicale tombe sur lui, on se dit que quelqu'un la lui a jeté au visage. Et là, la caméra révèle la vérité. On n'est pas à l'horizontale, mais à la verticale. Les portes au bout du wagon s'ouvrent, l'image joue sur la perspective, la profondeur de champ, et notre cerveau se recalibre. Drake accompagne ce recalibrage en sautant pour s'accrocher. D'un coup, un horizon entièrement nouveau s'ouvre. L'horizontale se révèle verticale. Quand il tombe et pend dans le vide, un travelling arrière révèle l'étendue du désastre. On est à 1 minute de jeu à peine et c'est déjà incroyablement malin en termes de narration visuelle. Franchement, on pourrait adapter ça en film plan par plan et ce serait mieux que 90% des blockbusters actuels. L'une des grandes forces des jeux Uncharted, c'est leur capacité à faire une escalade dingue dans l'action, les péripéties, les mouvements et les cascades. C'est comme une attraction, une suite de looping qui donne parfois la sensation d'être emporté dans une vague. Exemple avec Uncharted 3, la fameuse séquence de l'avion. Si on la raconte, c'est complètement dingo. Drake s'infiltre avec Elena dans l'aéroport des méchants et veut monter à bord de l'avion. Il y arrive uniquement grâce à Elena qui arrive en Jeep et lui permet de monter dans l'appareil qui décolle, comme Tom Cruise dans Mission Impossible donc. Une fois à bord et dans les airs, il est repéré et affronte un colosse qui veut le jeter par la soute. Il lâche une caisse, oui, pour remporter la manche, mais le match continue. La cargaison s'envole, emporte Drake qui finit accroché dans le vide. Il doit remonter à la force de ses bras, éviter des tirs, tuer tout le monde, sauf que l'avion commence à partir en morceaux, donc Nathan Drake tombe dans le vide. L'avion en flammes s'écrase, il attrape in extremis une caisse miraculeusement dotée d'un parachute et survit, tout ça en moins de 5 minutes. C'est hallucinant, et c'est pas un hasard si c'était le gros morceau vendu pour Uncharted 3, que c'était le visuel principal du jeu et que le film reprend bien sûr cette scène. C'est un pur shoot d'adrénaline. On peut aussi parler de cette scène complètement folle d'Uncharted 4 où Nathan veut sauver son frère pourchassé par les sbires de Rafe dans Kings Bay. Drake et Sully sont poursuivis par une espèce de tank à travers la ville. Pour éviter les tirs, il faut zigzaguer dans les rues dans une partie de cache-cache qui détruit évidemment la moitié de la ville. Puis Sam est poursuivi sur un pont et pour l'aider, Nathan, bien sûr, décide de se lancer dans le vide, pourquoi pas, et s'accroche à un avion du convoi. Il se traîne dans la boue pour remonter
monter, tuer tout le monde, éviter quelques explosions et enfin secourir son frère. Ça se finit par un crash de sa voiture et une énième mort évitée de peu. Et ça repart avec une fuite en moto avec le méga camion énervé aux trousses, avant l'inévitable explosion héroïque à la fin. Environ 10 minutes de pur plaisir. Là, on est vraiment dans une écriture cinématographique avec un équilibre parfait entre cutscene et gameplay. On a vraiment l'impression d'avoir sous les yeux une incroyable scène d'action de blockbuster avec une poursuite en plusieurs étapes, le frère à sauver pour la dramaturgie, les fusillades, le danger, la fragilité du héros qui est traîné dans la boue et passe de véhicule en véhicule qui explosent les uns après les autres. La séquence alterne les moments intenses et les petites pauses plus calmes avant le pont puis avant l'accident, et en renversant la vapeur à la fin pour laisser Sam conduire pendant qu'on shoot le camion qui se transforme presque en monstre à l'écran, le jeu offre une dernière ligne droite spectaculaire avec une mise en scène absolument réjouissante jusqu'à cette dernière cascade hallucinante. On ressort de tout ça avec le souffle coupé comme si on avait été en apnée. Et on voit là l'autre outil important d'Uncharted, le plan séquence, ou du moins ce qu'on peut rapprocher du plan séquence dans le jeu vidéo. Au cinéma, un plan séquence est un plan sans coupe qui ne s'interrompt pas et montre une scène en entier. Dans le jeu vidéo, c'est clairement devenu une ficelle classique pour créer un sentiment de tunnel d'action ou de suspense. Par exemple, je pense à Dead Space, qu'il avait exploité avec brio malgré des écrans de chargement, et bien sûr God of War qui a été au bout de l'idée. Uncharted n'en a pas du tout fait une règle officielle, mais il l'utilise régulièrement pour booster l'action, notamment dans cette séquence de l'avion d'Uncharted 3, où on reste collé à Drake du début à la fin, particulièrement quand il tombe dans le vide et tourne dans les airs. Ça crée naturellement un sentiment d'immersion spectaculaire. Mais au-delà de l'esbrouf du spectacle, Uncharted a aussi de très beaux moments de pure mise en scène, plus discrets, qui montrent un vrai regard intelligent et plus sensible. Là, on n'est plus dans le pur spectacle, mais dans le point de vue des artistes, et ça donne envie d'analyser ça exactement comme une scène de film. Premier exemple avec Uncharted 2, un petit jumpscare, quasi jumpscare, qui moi en tout cas m'a marqué à vie. C'est quand Nathan Drake explore les glaces de l'Himalaya avec son guide. Dans la dernière ascension, la caméra s'éloigne pour qu'on voit mieux le décor et les corniches sur lesquelles il faut s'accrocher. Drake est à l'arrière-plan, c'est là que notre attention est, et le premier plan est juste un décor pour faire beau, sauf que non. L'ombre, là, c'est pas un rocher, c'est l'ennemi qui arrive, une sorte de Yeti ultra vénère et relou. C'est un petit moment parfaitement orchestré qui joue là encore sur la profondeur de l'image, comme dans un film d'horreur où une silhouette apparaîtrait au premier plan pour un petit sursaut. Évidemment, Uncharted ne se prend pas pour Conjuring, mais on sent ce petit plaisir à raconter des choses par l'image au-delà du gameplay et donc au-delà du nécessaire. Autre exemple dans Uncharted The Lost Legacy, le spin-off d'Uncharted 4. Quand Chloé arrive sur le toit de l'immeuble au début du jeu, on a une image terrifiante, la ville bombardée au loin. C'est complètement mis en scène comme un film. Le personnage arrive à l'air libre, avance au milieu du linge étendu et ce linge abandonné, vestige d'une population qui a été clairement éjectée ou tuée, cache la réalité d'une guerre. On approche du bord, la musique commence et le spectacle commence juste pour nous. Des avions qui viennent en remettre une couche et illuminer la nuit avec des flammes. Oui, c'est tout simple, mais cette scène ne raconte rien d'indispensable pour le gameplay ou l'histoire, c'est une pure envie de mise en scène. Dernier exemple est sûrement le plus beau pour moi car le plus mélancolique, voire un peu amer, le début d'Uncharted 4. Le vrai début, parce qu'il y a d'abord le flash forward en haute mer avec Sam, ensuite le flashback à l'orphelinat, ensuite le flashback en prison, donc oui, il y a beaucoup de débuts de Uncharted 4. Mais après quasiment une heure de jeu, après le générique de début, on retrouve Nathan en pleine mission sous-marine. On voit des algues, des poissons, des roches. Le titre du chapitre parle de Malaisie, ça ressemble donc à une bonne vieille mission exotique d'Uncharted, même si on finit par trouver un container moderne et pas une cité perdue. Dans tous les cas, on remonte à la surface. Et quand on ressort de l'eau, où est-ce qu'on est? En Malaisie, en plein milieu d'un océan, dans un coin isolé encore non découvert, puisque c'est ça encore une fois le mot Uncharted? Pas du tout. On est en plein milieu d'une ville, dans la rivière, sous un pont. C'est un effet de découverte magnifique qui raconte déjà toute l'histoire de ce quatrième Uncharted. Nathan Drake a déposé les armes, a troqué son jean d'aventurier pour les pantoufles, parce que lui et Elena ont décidé de mener une vie normale. Nous, manette en main, on ne rêve que d'une chose, repartir à l'aventure. Nathan Drake aussi. Et cet imaginaire continue à vivre, que ce soit au fond de la rivière de la ville ou dans le grenier de la maison de Nathan et Elena. Ce début, avec cette image lourde de sens, joue sur ça, sur ce manque et sur ce rêve. Là, encore une fois, on est dans un pur travail de mise en scène, et il faut saluer pour ça le travail des réalisateurs Neil Druckmann et Bruce Straley. Dernière chose qui rapproche Uncharted d'une écriture de cinéma, c'est son évolution au fil des épisodes et surtout le petit coup de frein dans le 4e épisode, avec plus de place laissée au silence, au calme et donc aux personnages. Ce glissement très clair vient du premier jeu The Last of Us qui était développé en même temps chez Naughty Dog. Les équipes ont pu transférer des choses vers Uncharted et ajouter des ingrédients pour donner une plus grande place à la dramaturgie. Par exemple, quand Chloé et Nadine sont à dos d'éléphant dans The Lost Legacy. Ça donne une phase inhabituellement longue où on ne peut que profiter du décor absolument magnifique puisqu'il n'y a rien à faire en termes de gameplay.
On peut ainsi réfléchir comme les deux personnages qui finissent par avoir une conversation très importante, un peu comme Joel et Ellie à dos de cheval dans The Last of Us. Dans ces moments-là, on sent que l'équipe visait autre chose que l'action et le spectacle. Ils voulaient créer un univers entier avec des phases laissées au silence, à la pure contemplation, pour qu'on se projette dans l'intimité et la réalité de ces aventures. Et c'est là que j'en profite pour saluer la très belle musique composée par Henry Jackman sur le 4e jeu. Henry Jackman qui est un compositeur venu du cinéma puisqu'il a signé les BO de Kick-Ass, X-Men le commencement ou encore Captain America 2 pour citer les plus connus. Neil Druckmann était le premier à dire que ce 4e Uncharted sous forme de conclusion était certainement une mauvaise idée côté business. Les jeux marchaient très bien et se vendaient de plus en plus. Clairement, s'il y avait eu Uncharted 5, il aurait été un carton. Mais ils étaient arrivés au bout d'un cycle, artistiquement parlant. Ils voulaient clore cette histoire de Nathan Drake. Après, rien n'est impossible, bien sûr, parce que Uncharted est une marque qui appartient à Sony, qui pourra donc relancer ça avec une suite, ou plutôt un préquel, puisque l'épilogue d'Uncharted 4 a pris soin de fermer pas mal de portes pour le héros. Parce que tout ça était vraiment une décision mûrement réfléchie, et pas un chaos, comme quand l'équipe de Tomb Raider a décidé de tuer Lara Croft dans la révélation finale, qui était aussi d'ailleurs le 4e épisode de la saga, pour s'en débarrasser et sortir d'un cauchemar de production. Ce désir de resserrer sur le facteur humain dans le 4e Uncharted était une intention dès le départ pour l'équipe. Après l'escalade du spectacle sur les 3 premiers jeux, ils voulaient redescendre pour éviter la caricature. C'est pour ça que le jeu donne autant de place à Elena et Sam et au passé de Nathan Drake avec les flashbacks. C'était une manière de revenir à l'essentiel. Oui, Uncharted c'est une histoire d'action, de baston, de fusillade, mais c'est aussi, voire surtout, l'histoire de Nathan Drake et sa famille de cœur. Druckmann a aussi insisté sur une chose. Dans Uncharted jusqu'au bout, il n'y a pas de dialogue au choix ou de fin multiple. Ils ont hésité, surtout parce que c'était une grande mode à l'époque, notamment avec Mass Effect, mais finalement, ils ont là encore opté pour une écriture proche du cinéma. Pour le co-réalisateur et co-scénariste d'Uncharted 4, tout ça était une histoire précise, avec une fin très précise et définitive. Ainsi, Uncharted se termine comme une boucle parfaite. Après une ellipse d'une bonne dizaine d'années, on retrouve Nathan et Elena qui ont désormais une fille adolescente, Cassie. C'est une fin totalement heureuse où tout le monde il est gentil, tout le monde il est heureux, tout le monde boit des bières dans une maison paradisiaque, sauf que Cassie a la même soif et curiosité que ses parents. Tel père, telle fille. Ils se retrouvent donc à devoir lui raconter leurs aventures passées. Le premier Uncharted avait commencé avec Elena qui filmait le héros, commençait à raconter l'histoire avec un côté humoristique. Uncharted 4 se termine avec le récit à l'oral cette fois de tous les jeux. Elena et Nathan racontent littéralement le début du premier jeu à leur fille, entre rire et émotion. La saga Uncharted se termine ainsi en se racontant elle-même. Rarement une saga de jeux vidéo aura été si solide et sentimentale dans sa narration, surtout en assurant en parallèle le spectacle avec une telle virtuosité. Et surtout en décidant de s'arrêter avant de tourner en rond, faire l'épisode de trop, tout foutre en l'air, bref, je parle encore de Tomb Raider. Et si on regarde la saga en entier, c'est même assez drôle. Quand le premier jeu est sorti, ça avait l'air d'être un croisement facile entre Indiana Jones et Lara Croft, qui empruntaient à Mission Impossible et autres blockbusters. En quelques années, tout a changé. Les derniers Tomb Raider ont clairement tout pompé à Uncharted, Nathan Drake s'est imposé comme un grand héros à part entière et le cinéma hollywoodien a clairement été pioché dans les jeux, à commencer par Tom Cruise avec Mission Impossible. L'existence d'un film Uncharted, adapté de jeux pensés comme des films, ressemble donc à la fois à une conclusion parfaite et une conclusion parfaitement absurde. Parce que si on regarde les blockbusters d'action récents, sortis depuis le premier Uncharted en 2007, on retient quoi comme grosse scène d'action mémorable? James Bond, Fast and Furious, Transformers, les Marvel, Avengers, Dark Knight, peut-être Superman, Aquaman et compagnie, peut-être Star Wars, Lone Ranger, bien sûr il y a Mad Max, évidemment il y a Mission Impossible, mais si on compare à Nathan Drake, on se dit que lui il a déjà tout fait. Les trains, les motos, les voitures, les avions, les bastons, les fusillades, les explosions, les chutes, que ce soit en ville ou dans la jungle, partout dans le monde. Donc franchement, ouais, Uncharted en termes de mise en scène, d'inventivité, d'efficacité d'écriture, ça vaut autant voire plus que la plupart des blockbusters et ça rhabille à peu près tout le monde. J'ai même envie d'aller plus loin et dire que le vrai héritier de Spielberg et autres grands maîtres hollywoodiens, ça pourrait être là, dans Uncharted, chez Naughty Dog. Et ça tombe bien, puisque Spielberg a justement mis un pied dans l'univers du jeu vidéo avec Ready Player One. Et histoire de boucler une autre boucle, la légende dit que Nathan Drake apparaît dans la baston finale de Ready Player One. Et même si c'est faux, bah moi je préfère y croire. Alors si vous pensez qu'Écran Large est aussi précieux que Shambhala ou la défense brisée du dieu Ganesh, ce message est pour vous. Comme vous le savez peut-être déjà, Écran Large et son équipe ont besoin de votre soutien pour continuer à exister dans la jungle du web et parler de plus en plus et de mieux en mieux de films, séries, jeux vidéo, comics et compagnie. Si vous voulez nous aider et que vous en avez bien sûr les moyens, ce soutien passe par un abonnement que nous proposons sur le site Écran Large. Abonnement qui en plus de nous aider vous donne accès à 3 dossiers spéciaux par semaine. Des dossiers pleins de nostalgie, d'amour, d'analyse, où on revient sur des films cultes. Là par exemple, on est revenu sur Copland et les coulisses un peu chaotiques de ce rendez-vous manqué pour Stallone avec une carrière très différente. Et pour ma part, j'en prépare un sur un film que je trouve follement beau et génial, The Fountain de Darren Aronofsky. Le lien vers cet abonnement est en description de cette vidéo.
Voilà, c'était la minute business d'Écran Large. Maintenant, je vous laisse. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo parce que j'adore parler de jeux vidéo sur la chaîne Écran Large. Pour ma part, je vais relancer la BO d'Uncharted 4 que j'adore et je vous dis à bientôt. Salut!